Oui. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live Hachette.fr. Nous sommes en compagnie ce soir de Nico Taquian. Bienvenue Nico. Merci. Merci à vous d'être là avec nous. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, mais deux viennent de paraître, chez Calman Levy et au livre de poche. Donc Fantasmé, c'est la nouveauté autour du commandant Tom Arcane. Premier tome autour de ce personnage, c'était Toxique, il y a un an déjà chez Calman Levy et qui vient de sortir au livre de poche. Absolument. Donc j'en profite déjà tout de suite pour dire aux gens qui arrivent qu'il y aura ensuite des livres dédicacés par l'auteur qui seront à gagner par tirage au sort. Donc n'hésitez pas à déposer une petite question en bas là, dans les commentaires et poser toutes vos questions à Nico Taquian pendant qu'on commence à se parler, parce qu'on posera des questions au fur et à mesure. Tout ce que vous inspire les livres de Nico Taquian, passé, à venir, cet univers autour de Tom Arcane, etc. Voilà, donc bienvenue à vous. Et donc Nico, vous êtes avant tout scénariste, vous avez travaillé dans le milieu de la BD et de la télévision, vous continuez d'ailleurs, et vous avez publié beaucoup de BD aux éditions Soleil, toujours dans des univers un petit peu très genrés comme la fantasy, le thriller, le polar, des univers très marqués. On vous connaît aujourd'hui, le grand public vous connaît beaucoup parce que vous êtes co-scénariste avec Franck Tillier de la série Alex Hugo sur France 2. Voilà. Et puis il y a eu deux premiers thrillers psychologiques, Quelque part avant l'enfer et La nuit n'est jamais complète, voilà, qui sont aussi disponibles. Et chez Calman Levy, donc Fantasme Toxique en premier, autour de ce nouveau personnage de Tom Arcane, Fantasmé, en 2017 et 2018, autour d'un flic très torturé. On va parler de ce personnage assez incroyable. Et puis on parle de vous maintenant du coup comme du nouveau phénomène du polar français. C'est ce qu'on voit partout sur les affiches, au dos des couvertures. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous bouleversez les codes du polar français. Avec voilà. plaisir. Donc je rappelle à ceux qui nous rejoignent qu'on est en live avec Nico Taquian et qu'il faut poser vos questions pour déjà savoir des choses sur Nico Taquian et sur ses livres et tenter de gagner des livres dédicacés à la fin du live. Donc Nico, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment est né dans votre parcours le personnage de Tom Arcane dans Toxique en 2017 ? Complètement, ouais. En fait, j'ai envie de dire que, étrangement, le personnage de Tom Arcane est pas né du milieu policier ou du milieu social, comme on pourrait imaginer que c'est le cas dans un polar. Il est né de quelque chose qui n'avait aucun rapport, qui était la mythologie. Et d'une lecture que j'ai faite un jour avec mes enfants sur le mythe du Minotaure. Et en fait, en lisant le mythe du Minotaure, qui est un mythe retranscrit de manière assez sombre dans le livre que j'ai lu à mes enfants, j'ai trouvé que ça ferait un excellent personnage de polar. Alors bon, c'est peut-être mon esprit qui est un peu tordu, mais je trouvais que ce personnage, alors je vais pas en dire trop pour pas spoiler les livres, mais ce personnage qui a une certaine souffrance et qui est enfermé dans un labyrinthe pour certaines raisons, se transposait bien dans une psychologie de personnages concrets, en l'occurrence Tomar. Et j'avais envie en fait d'explorer plutôt la psychologie d'un personnage plus qu'une typologie de flic lambda que j'aurais pu croiser dans ma carrière de scénariste notamment. Voilà. Il est né donc comme ça. Et donc qui est-il ? Parce qu'on a dit j'ai dit tout à l'heure qu'il était très torturé, très limite borderline. Donc vous explorez de toute façon, il y a une chose qui est récurrente dans Toxique et dans Fantasmé, c'est les zones grises. Qu'on soit du côté des flics ou des criminels, on est dans des psychés très complexes, très compliqués. Est-ce que c'était ça le fil directeur ? Est-ce que ça va continuer à être le fil directeur de la série à venir ? C'est surtout le fil directeur de ma pensée et de ma manière de voir le monde, les gens, la psychologie. En fait, je pense que depuis qu'on a inventé un truc qui s'appelle la psychanalyse, on a compris que les gens agissaient non pas à cause de raisons divines qui faisaient le bien ou le mal, mais à cause d'un processus très complexe psychologique. Et ayant compris ça, moi ce qui m'intéresse c'est justement de décrypter ces processus-là, donc d'avoir des personnages réalistes, complexes, donc de n'être jamais dans quelque chose de manichéen finalement. Et je m'intéresse beaucoup aussi à mes méchants entre guillemets dans ce que j'écris, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre aussi les motivations de ceux qui n'arrivent pas à
rester dans la norme ou dans la ligne de la justice. Et Tomar est en fait un personnage qui est effectivement dans une zone grise, c'est-à-dire qu'il a un rôle qu'on lui a fixé dans la société qui est de faire respecter un certain nombre de règles, puisqu'il est policier. Et en même temps, il se rend compte que les outils qu'il a et la ligne n'est pas aussi précise que ça, quoi. Et il est souvent tenté de transgresser la ligne de la justice, quoi. Et c'est toute la question entre le droit, la justice, comment faire pour faire respecter les lois quand des fois on n'a pas les moyens de le faire. Ou, les bourreaux sont des victimes et inversement. Voilà, c'est dans la thématique de Fantasmé où on a cette difficulté de Tomar, mais ça l'est aussi dans Toxique, parce qu'en fait, Tomar, c'est, je pense, un personnage qui est assez empathique. C'est-à-dire que, comme d'une certaine manière, il en a manqué quand il était petit, en fait, lui a un regard sur les autres qu'il essaie de comprendre, et de comprendre, vraiment, comme Marie-Thomas, par exemple. Donc, dont on explore personnage de Toxique, personnage de sociopathe. Voilà, qui est une sociopathe, mais qui a des raisons de l'être, en fait. Et il essaye de comprendre ce qui pousse les gens à agir. Voilà. Après, il a un côté assez implacable, c'est-à-dire que effectivement, là où, par exemple, Tomar me ressemble moins, c'est que moi, je suis assez empathique aussi, mais je suis peut-être moins tranché dans mes décisions qu'il peut l'être, et lui met tous les moyens en œuvre une fois qu'il a décidé quelque chose pour y arriver, quoi. Quand vous dites il vous ressemble moins par certains aspects, c'est que par d'autres il vous ressemble. Vous avez mis beaucoup de choses de vous dans Tomar ? Oui, j'ai envie de dire forcément, parce que en fait Tomar, à sa création, devait être un personnage qui reviendrait. C'était une volonté de mon éditeur et de moi-même. Ouais, un personnage récurrent sur plusieurs romans. Et les deux premiers qui sont là sont juste le début d'une série qui sera beaucoup plus longue. Et donc, pour créer ce personnage, il a fallu que j'aille chercher des choses qui me parlaient vraiment et que je puisse tenir dans la longueur. Parce qu'en fait, quand on est romancier ou même quand on raconte des histoires, un one-shot par exemple, où on va raconter des lieux, des histoires, des personnages, on n'a pas besoin d'être aussi investi parce qu'on sait que passer les 300, les 400 pages, on ne les reverra plus. Alors que là, si je me projette dans 10 ou 15 romans avec Tomar, j'ai besoin d'immédiatement pouvoir retrouver des choses, donc j'ai forcément utilisé des choses qui me parlaient. Voilà. Donc après, je ne suis pas Tomar du tout, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses chez lui qui me parlent et qui sont plus faciles à mettre en œuvre, quoi. Et d'ailleurs, c'était important. Alors, il est kurde, ça, c'est une chose importante quand même dans le roman. Et j'en profite pour placer une question de Jenny sur le live qui demande si votre parcours à vous, puisque vous êtes d'origine arménienne, alors entre les Arméniens et les Kurdes, il y a des liens. Est-ce que votre parcours personnel a inspiré ces romans-là ? Alors oui, il y a plein de choses qui ont inspiré ces romans-là, Jenny, totalement. Alors sur la nationalité de Tomar, qui est donc kurde, effectivement, c'est un, je ne vais pas dire un clin d'œil parce que c'est plus profond qu'un clin d'œil, c'est un lien avec mes origines. Moi je suis d'origine arménienne. On a une histoire commune avec les Kurdes qui commence assez mal, puisqu'ils participent au génocide arménien il y a un siècle, à la différence des Turcs qui le reconnaissent. Ce qui nous a beaucoup rapprochés, et aujourd'hui ils sont un peu dans la même situation que les Arméniens étaient il y a un siècle, c'est-à-dire en train de se faire gentiment massacrer par la Turquie. Donc du coup j'avais besoin en fait de garder ce lien, et je trouvais ça intéressant parce que le peuple kurde, au-delà de ce lien avec le peuple arménien, est un peuple assez fascinant parce que c'est un peuple d'apatrides qui sont toujours à la recherche du Kurdistan, qui est leur terre originelle, mais qui n'a jamais été reconnue par personne, donc ils sont à cheval sur plein de pays. Et puis c'est aussi un peuple de guerriers, en fait. Et c'est arrivé jusqu'à nos actualités il n'y a pas très longtemps, où on s'est rendu compte que les gars qui se battaient sur le terrain, c'était des Kurdes, et qu'ils formaient même certains soldats occidentaux au combat, parce que c'est vraiment un peuple de combattants, en fait. La mère de Tomar, qui est un personnage important, est peshmerga. Et oui, et les femmes combattantes kurdes ont fasciné aussi
les photographes, parce que c'est des femmes qui sont non seulement superbes, mais en plus naturellement des guerrières, avec des regards incroyables. Et c'était intéressant aussi pour moi d'avoir un personnage de combattante qui décide en fait d'être en rupture avec ça et de retrouver la paix en venant en France. Et quand on a lu Toxique, on se rend compte que la paix qu'elle a trouvée, c'était pas exactement celle qu'elle était venue chercher. Voilà. Oui, un autre personnage qui est un peu lié d'ailleurs à ça, c'est dans Fantasmé, le personnage de Fantasmé, du spectre. Et là, on est plus lié, on le découvre au fur et à mesure du roman, donc on dira pas trop de choses pour pas être dans le spoiler, mais c'est un personnage qui vient de Syrie, donc on est à fond dans l'actualité de la guerre en Syrie, et ça, c'est quelque chose que vous vouliez toucher à tout prix. Ouais, en fait, il y a un principe dans les romans autour de Tom Arcane, dans la série de polars que j'écris et que je lance, c'est que j'ai un principe d'écriture qui s'inscrit dans la réalité du moment où je l'écris, quasiment. L'année dernière, vous me disiez, pardon, j'écris ce que je vois. Ouais, alors en tout cas, je contextualise mes romans à l'époque où je suis en train de les écrire. Donc il se trouve qu'à l'époque où j'étais en train d'écrire Fantasmé, au-delà du fait que c'était prévu que la guerre en Syrie fasse partie du fond et du décor aussi, il y a cette fameuse couverture de Libération qui avait choqué la France avec des enfants morts, dont je parle à un moment dans le roman, cette espèce de pétale de fleurs avec des enfants, c'était à la fois graphique, horrible, ça avait fait... Et j'ai voulu réinscrire par exemple dans le roman parce que je pense qu'il y a des choses qui nous marquent et je trouve que c'est bien d'arriver à les inscrire à l'intérieur d'un roman pour contextualiser les choses en fait. Voilà. Ce serait une série longue et c'est les livres de K79 qui se demandent si autour de Tom Arcane ce sera une série très très longue. Ce sera une série aussi longue que mon éditeur a envie qu'elle le soit. Non mais en fait... Dans votre tête, non mais moi, là c'est ma déformation aussi de scénariste, c'est que moi j'ai mis en place des éléments et on va dire des structures narratives et des lignes narratives de personnages qui me permettent ensuite de décupler finalement à travers les intrigues les romans. Alors ça peut être une série très très longue. C'est moi qui choisis en fait avec mon éditeur si on a envie. Alors bien entendu, moi je me suis mis une contrainte qui est que de roman en roman les choses évoluent vraiment pour les personnages. C'est pas on n'est pas comme dans une série où on retrouverait nos enquêteurs qui font une enquête et à la fin ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des bouleversements dans leur vie. Donc forcément, il va y avoir, comme dans toute vie et comme dans toutes les bonnes séries aussi, des gens qui vont apparaître, disparaître. Voilà, il y aura peut-être des moments un peu tristes dans la série, mais ça fait partie de la vie des personnages. Donc oui, je l'ai conçu comme quelque chose qui pouvait durer un certain temps. Ouais. Il y a un troisième volume là qui va arriver peut-être ou non ? Alors l'idée c'est d'intercaler, ça j'ai totalement volé ce concept à mon copain Franck Tillier, c'est que j'ai décidé d'intercaler entre deux polars de Tom Arcane un thriller en one shot, qui est un genre que j'adore aussi, et qui me permet en fait de faire vivre d'autres histoires, d'autres personnages pendant une année, parce que j'avais peur, je voulais pas rentrer en fait dans la même logique qui peut être celle que j'ai quand je suis scénariste pour la télé, c'est-à-dire un peu enfermé dans le fait d'enchaîner les saisons de séries non-stop. Et au bout d'un moment, ça devient un peu mécanique. Voilà. Alors pour moi, les romans, c'est très organique. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose à dire, quoi. Donc là, ça me permet de souffler pendant un an et d'accumuler des choses pour pouvoir travailler l'année d'après sur le prochain Tom Arcane. Là, en ce moment, je sais déjà de quoi va parler le prochain Tom Arcane. On ne peut pas trop le savoir, non. Mais je suis en train d'écrire un autre roman qui est un thriller one-shot. Qui sera assez surprenant aussi, je pense. Et en parlant de Franck Tillier que vous avez mentionné et qu'on a mentionné aussi au début, donc vous travaillez à quatre mains sur la série Alex Hugo en tant que scénariste. Est-ce que c'est des écritures, vraiment dans le processus d'écriture, est-ce que la partie scénario vous inspire dans la partie roman ? Est-ce que c'est des choses qui se nourrissent l'une l'autre, l'écriture de scénario et le roman ? Alors c'est très différent. C'est-à-dire, moi dans mon cas qui était scénariste avant de devenir romancier, scénariste c'est quand même plus un métier d'artisan qu'un métier d'auteur. Donc quand tu es scénariste, tu as normalement une bonne boîte à outils qui te permet
de savoir ce que c'est que de créer du suspense, de la tension, des surprises, de gérer le rythme, de caractériser des personnages. Tout ça, ça fait partie de la boîte à outils d'un scénariste. Donc moi, j'ai utilisé ma boîte à outils de scénariste pour devenir romancier. Donc j'ai dû ensuite retrouver une forme de liberté dans la manière d'exprimer les choses, et aussi beaucoup plus d'oxygène, parce qu'un scénario c'est très court en fait, et c'est très sec. Et d'ailleurs mon premier roman, ma première version de mon premier roman était assez sèche, parce que j'étais très efficace en fait. C'est ce qu'on demande à un scénariste, d'être efficace. Après, quand tu passes du scénario au roman, c'est vraiment passer du bagne à la liberté, quoi. Donc c'est facile. C'est beaucoup plus compliqué quand on fait le chemin inverse en fait. Quand on est romancier, qu'on veut devenir scénariste. Là, mais il reste des choses en tant que... Moi, en tant que lectrice, par exemple, quand je lis les... Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, parce que ça fait partie de l'esprit torturé de Tomar, mais il y a des scènes de vision de Tomar qui sont incroyables. On est vraiment dans un univers fantastique, horrifique. On a l'impression d'être à la fois peut-être dans du Walking Dead avec des zombies. Enfin, il y a des choses assez vraiment horribles et très visuelles. Et ça, on a quand même l'impression de le voir, quoi, comme si on était au cinéma. Il y a quelque chose de très visuel. Parce que moi aussi, j'ai une culture de l'image. Je pense que les romanciers viennent d'univers différents. Il y en a qui sont très littéraires, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai été nourri de littérature plutôt fantastique, science-fiction, et beaucoup d'images aussi, beaucoup de télé, beaucoup de dessins animés, beaucoup de jeux vidéo, donc je raisonne beaucoup en images en fait, plus que en texte. Finalement. Quelles sont vos références de ce côté-là? Alors j'en ai des tonnes, mais moi par exemple, j'ai commencé par Tolkien. En littérature, c'était plus Dan Simmons, Tolkien, Asimov, Lovecraft, voilà, toute la bibliothèque de ce qu'on appelle aujourd'hui le geek. Voilà, quand j'étais gamin, c'est ça qui m'intéressait. Je veux dire, toute la littérature française classique, c'était l'école, c'était chiant. Bon, alors c'est triste de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. J'y suis revenu plus tard après. Après, j'ai redécouvert des auteurs comme Giono, par exemple, qui m'a écrasé de talent, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas du tout mis la pression. Je me suis dit, moi, j'écris comme je peux, quoi. Parce que de toute façon, il y a des mecs qui écrivent hyper bien et je n'arriverai jamais à écrire comme eux. Donc, je me suis pas mis cette pression-là. Donc voilà, moi, je suis venu plus aussi de l'image, de toute cette génération des années 80. Le comics, peut-être aussi. Le comics dans la BD aussi, beaucoup. Alors bon, moi, j'étais plus franco-belge, en fait, que comics. Même si j'ai été abreuvé de Strange. Et pourtant, pardon, je coupe, mais il y a quelque chose vraiment qui traverse les deux romans Toxiques et Fantasmés, c'est la figure du justicier de l'ombre, du justicier sauvage, dans la personne de Tomar, mais pas que, dans Fantasmé aussi. Ouais, mais je la lirais plus au western, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, Fantasmé, c'est une sorte de western aussi. Dans Paris. Ouais, et surtout dans les grandes figures du western. Les grandes figures du western, c'est souvent des destins tragiques entre un shérif et un hors-la-loi qui finalement se ressemblent, mais qui ne pourront jamais se rencontrer parce qu'ils ne sont pas du même côté de la loi. Enfin, ça fait partie des structures de western. Et encore une fois, c'est pour ça, moi j'ai une manière de penser qui est très dans l'image et dans les grandes structures plus cinématographiques que littéraires quelque part. C'est-à-dire que souvent une histoire peut naître à travers un genre de film que j'ai aimé et dont je connais la construction, et l'histoire elle se met en place assez vite en fait. Alors on va prendre une ou deux questions. Je vous rappelle, si vous nous avez rejoint en cours de route, qu'on est avec Nico Taquian et qu'il faut poser vos questions en commentaire parce qu'il y aura des livres dédicacés par l'auteur à la fin. Et oui, posez vos questions. Et surtout, posez vos questions pour en savoir plus sur Nico Taquian et sur les livres de Nico Taquian. Alors, j'avais relevé une question de Marie qui se demandait si vous écoutiez de la musique en travaillant, en écrivant. Alors Marie, oui, j'écoute toujours de la musique en travaillant. C'est hyper important pour moi parce que je choisis en fait ma playlist en fonction de ce que je dois écrire. Il y a généralement une playlist par roman. Ah ouais. Ouais. On va faire des playlists sur hachette.fr alors. Bah il faut. Et cette playlist, oui, me donne le mood, me donne des images, des références qui m'aident en fait à
à rentrer dans la scène, dans les personnages, dans les décors. Donc ouais, pour moi c'est très important. Par contre, c'était quoi sur celle-là par exemple? Il y avait quoi dans la playlist? Alors, j'ai eu beaucoup de... Moi, c'est souvent des bandes originales en fait, parce que je suis perturbé par les paroles. En fait, quand j'écris, ouais, parce que j'écoute les paroles, donc en fait, j'arrive plus à écrire. Ennio Morricone à fond ou... Alors non, pas Ennio Morricone. Là, j'étais sur... Il y a une série qui s'appelle les Leftovers, dont la BO est hallucinante, qui m'a beaucoup accompagné quand j'écrivais Toxic notamment. Voilà, qui est de la musique des fois un peu tristoun, mais un peu dépressive même, mais qui du coup m'aidait beaucoup à rentrer dans le personnage. Alors voilà, après je suis un peu obsessionnel, hein, je peux l'écouter 350 fois à la suite, ça me cause aucun problème. Mais voilà, donc la musique c'est très important pour moi. Ouais. Ah, Coralie, vous écrivez plutôt le jour ou la nuit? C'est pas moi, c'est Coralie qui se demande. Alors Coralie, en fait moi j'écris pas du tout la nuit. La nuit pour moi je suis crevé, j'ai besoin d'avoir vraiment l'esprit hyper affûté pour arriver à me connecter à mon inconscient et à retranscrire ce qu'il y a dedans sur le papier. Donc j'écris souvent le matin, le plus tôt possible. Alors quand j'ai mes enfants, c'est après les avoir amenés à l'école, et quand je les ai pas, c'est souvent, il est 7h, 6h30, 7h, quand je me lève quoi. J'écris en général 3 heures, 2-3 heures par jour sur les romans. Après, le reste du temps, je travaille sur les scénarios. Et c'est toujours le matin que ça se passe. D'accord. Je vous fais passer juste des petits commentaires de gens qui ne posent pas forcément des questions, ou qui en posent peut-être, mais je vois passer, j'adore cette série. Voilà, des compliments, des chouettes retours sur les livres aussi. Christiane, en 2 parties, se demande ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez provoquer chez vos lecteurs avec cette série-là, avec ce personnage. Alors, en fait, Christiane, je cherche pas à provoquer grand-chose, dans le sens où... Et pourtant, c'est bouleversant. Il y a quelque chose de joli. Non, alors, en fait, je pense que la seule chose... En fait, moi, j'ai vraiment une espèce de loi morale sur ma manière de travailler dans le roman, c'est que j'essaye vraiment d'être sincère dans ce que je raconte. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas écrit une ligne dont j'étais pas à 100% persuadé que ça fonctionnait avec le personnage, avec ce que je voulais dire, etc. J'ai jamais essayé d'écrire un truc pour plaire ou pour provoquer quelque chose chez quelqu'un. À un moment, j'ai envie d'aborder tel ou tel thème, et de cette manière-là, je le fais. En fait, et après, je me rends compte des répercussions que ça a sur les gens qui lisent. Mais c'est jamais, je pense jamais dans le sens inverse. C'est-à-dire que, alors que ça pourrait très bien être le cas en scénario. En scénario, c'est l'inverse. En scénario, j'ai une chaîne qui veut tel type de programme, donc c'est en fonction de sa demande que je donne un texte ou une histoire. Là, en fait, c'est le contraire. J'essaie d'avoir une espèce de... Comme en yoga, quoi, de trouver une forme de pensée assez neutre pour arriver à me reconnecter à ce que j'ai vraiment envie de raconter. Et une fois que j'ai trouvé ça, je ne le lâche pas. Et ma sincérité, en fait, c'est de ne pas lâcher ce truc-là. Et après, ça provoque auprès des gens... ce qui est marrant, c'est que ce qui provoque des choses chez les gens, c'est aussi des choses qui sont plus des outils, comme le suspense, la tension, la peur... Ça, c'est des outils que j'utilise. Voilà. Après, les émotions, etc., c'est plus la sincérité qui les fait passer. C'est que ces personnages étant sincères, a priori, des fois, ils sont vrais. Et comme ils sont vrais, ils provoquent des émotions, quoi. Ça marche dans ce sens-là. D'accord. Qu'est-ce que j'avais encore? Tiens, Nathalie, dans quel état êtes-vous à l'aube de la sortie officielle d'un nouveau roman? J'aime dire que ça me fait rien du tout. Donc ça, j'aime bien le dire, en fait. Mais en fait, je me rends compte que je suis quand même un peu angoissé. Moi, c'est une jeune carrière de romancier. Hein. Ça fait 20 ans que j'écris et que j'ai de la chance d'écrire, de vivre de l'écriture, en fait, dans tous les supports que vous avez cités tout à l'heure. Mais ça fait que 4 ans que j'écris des romans. Je suis en train d'écrire mon 5e roman, en fait. Au début, j'étais dans aucun état parce que en fait, j'étais déjà content de l'avoir fait. Je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais écrire des romans. J'ai quand même mis presque 15 ans à me le prouver. Et au deuxième, je savais pas trop. J'étais content d'avoir fait un deuxième. Et depuis que j'ai commencé les tomards, où ça a commencé à devenir plus sérieux, on va dire, pas dans mon écriture, mais dans ma maison d'édition, dans la manière d'aborder le métier, etc.
Maintenant, il y a toujours une petite angoisse qui est de décevoir, mais en même temps, on essaie d'y échapper parce que, encore une fois, moi, je sais que j'ai été sincère avec moi-même, donc j'ai pas finalement à angoisser de décevoir, mais l'angoisse, elle est quand même là. Tu te dis quand même, mais si les gens trouvent que le roman est pas bien, etc. Mais bon. sur la sincérité, c'est ce qui ressort. Il y a des retours de libraires sur Fantasmé qui parlent de cette sensibilité-là. Il y a vraiment quelque chose de sensible, effectivement. Ouais, mais je pense que c'est hyper important. Mais en fait, j'ai eu la chance de réaliser un film dans ma carrière. C'était un téléfilm, c'est ça? Ouais, un téléfilm. Inspiré quand même de vos origines. Ouais, assez personnel. Et je m'étais rendu compte que quand tu réalises quelque chose, si tu veux ne pas être déçu, il faut être hyper sincère. C'est-à-dire que tu as envie de dire un truc, il faut s'y accrocher. Et il y a plein de gens autour de toi qui te disent « Et si on faisait ça? Et si le comédien un tel te dit « Et si je disais plutôt ça comme ça parce que je trouve que mon personnage… » Et toi, tu as intérêt à être finalement hyper sincère parce qu'il faut savoir ce que tu as envie de raconter et le tenir jusqu'au bout. Dans les romans, j'ai retrouvé la même chose en fait. C'est que j'ai retrouvé cette nécessité à un moment parce que comme tu les écris sur 3, 4, 5 mois, tous les matins, il faut se réveiller et se dire « Ah mais au fait, pourquoi je suis là? Mais pourquoi je me lève là? Pourquoi je travaille? Je fais quoi là ?» Et il faut retrouver ce truc qui dit « Oui, voilà, ce que tu veux dire, c'est ça. » Et le tenir comme ça, sur la durée, c'est vraiment c'est vraiment un marathon, le roman. Donc ouais, la sincérité, c'est vraiment hyper important, je pense, en écriture. Les gens s'inquiètent quand même de votre stress, parce que je trouve une autre question de Natacha, qui note que Toxique est dans la sélection 2018 pour le prix des lecteurs du livre de poche, c'est écrit là, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de ces prix? Est-ce que vous avez du stress par rapport à cette sélection? Et est-ce que c'est utile pour un auteur? Alors, je pense que c'est hyper utile pour un auteur. On va pas se leurrer, vendre des livres, c'est hyper dur. Il y a énormément de concurrence internationale. Tout est utile pour un auteur et je pense que particulièrement le prix des lecteurs est super. Je suis hyper content de l'avoir. J'espère d'être sélectionné. Je serais hyper content si je l'avais. Je suis hyper content d'aller à la quai du Polar. Je suis hyper content qu'on en livre partout. C'est très important parce qu'en fait, alors il n'y a pas de stress parce que je me dis pas voilà, si j'ai pas le prix, pas du tout. Je suis déjà content qu'on me sélectionne. Mais je pense que ce qu'on ne comprend pas forcément quand on est lecteur, et c'est normal parce qu'on n'a pas à le comprendre, c'est que effectivement je pense que tous les romanciers, alors si on vous dit le contraire, je pense que c'est des mensonges, mais ont envie que les gens achètent leurs livres. Pourquoi? Parce que même si c'est même pas une question de réussite, d'argent, je ne sais quoi, c'est une question de partage, quoi. Moi je fais des arts martiaux très longtemps dans ma vie, et je sais qu'il y a autant de plaisir à recevoir qu'à donner, et en fait quand tu écris un livre, tu as envie de le partager avec une audience. Et en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de partager un livre, parce qu'en fait il y a tellement de livres, on est tellement sollicité pour payer des choses dans sa vie qui font qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter des livres, etc. Et il y a tellement d'auteurs que c'est très difficile d'arriver à émerger dans tout ça. Et alors je parle même pas d'en vivre, je parle juste déjà de diffuser ses livres. Donc du coup moi je suis très décontracté par rapport au prix, etc. C'est-à-dire que je suis hyper content d'être dans les sélections, je suis hyper content de gagner des prix. J'ai eu de la chance parce que j'ai souvent gagné des prix en fait. Et voilà, j'espère que ça continuera. Donc non. Les gens, tout le monde est confiant. Hein. Tu l'auras, tu le mérites. Tellement de talent, dit Christiane, comme tout à l'heure. Bon, pas d'inquiétude. Non mais tout le monde est à fond. C'est gentil. Alors Pascal se demande si la personnalité de Thomas est née de votre imagination pure ou inspirée par quelqu'un, parce qu'il y a des liens avec vous, on l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a aussi des liens avec d'autres gens, par exemple? C'est Pascal qui demande. Alors Pascal, ça permet de parler d'un processus plus large qui est la création des personnages chez les romanciers. C'est que je pense qu'en fait tout vient de choses qui existent, ou alors c'est faux, quoi. Parce que en réalité on n'invente pas la psychologie d'un personnage, on n'invente pas la caractérisation d'un personnage. On ne fait que réutiliser une psychologie ou une caractérisation qu'on connaît en fait. Donc après, là où
là où ça devient rigolo, c'est que souvent les gens réfléchissent au premier degré en disant ah bah lui c'est son père, ah c'est sa mère, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'on prend des petits traits de caractérisation de plein de gens et on recompose des personnages avec. Donc c'est des patchwork de gens qui font les personnages. Alors dans le cas de Tomar, c'est difficile pour moi de dire ce qui a fait Tomar, parce que il y a beaucoup de choses qui me sont très personnelles par rapport à mon rapport avec mon père, à mon histoire familiale, qui font que j'ai l'impression que j'ai principalement puisé dans ce que je suis moi. Après, je suis persuadé qu'il y a d'autres petits éléments qui sont une partie fantasmée de moi-même ou d'une autre personne qui sont dans Tomar. Mais voilà, après il y a plein d'autres personnages dans le roman qui ont été inspirés par d'autres gens ou d'autres personnages que j'ai aimés dans d'autres romans en fait, ou dans des films, dans tout ça. C'est un melting pot mental. C'est en fait, nous l'imaginaire on le gère comme ça en fait, par poche. Et par exemple, est-ce que cette série pourrait donner lieu à une adaptation au cinéma ou en série? Et Valérie tout à l'heure se demandait qui pourrait être l'acteur incarnant Tomar Khan. Alors, est-ce que ça pourrait le faire? Oui, dans l'absolu, ça pourrait le faire. Le problème, c'est que, contrairement à beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans ce métier, moi, ça fait 15 ans que je travaille, donc je ne suis pas ultra illusionné sur ce que ça pourrait, sur le fait que ça se fasse ou pas. C'est-à-dire que, déjà, ça ne peut pas se faire à France Télévisions, ça ne peut pas se faire à TF1, ça peut se faire sur Canal+, ou éventuellement sur les plateformes. Parce que c'est un personnage qui est très sombre, Tomar Khan, et qu'en fait, les personnages du service public ne sont pas aussi sombres, et sur TF1 non plus. Donc du coup, je pense que ça ressemble beaucoup à une série qui pourrait se faire sur Canal, ou sur les plateformes. Les Netflix. Ouais, mais ça vient, hein, Netflix ça vient, c'est juste qu'on est au tout début, hein, mais ils commandent des séries françaises. Maintenant, en ce moment, c'est pas Tomar Khan qui commande, c'est autre chose, mais avec une cible plus adolescente. Ouais, mais même Marcène, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire que maintenant, ça s'est professionnalisé, donc il va vraiment y avoir des séries françaises Netflix. Et ça ne sera pas encore les mêmes types de séries que celles qu'on a outre-Atlantique. Après, qui pourrait l'incarner? Alors là, autant rêver, puisque pour l'instant ça n'existe pas. Et moi je vois Tom Hardy pour Tom Hardy. Ah ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien Tom Hardy et parce que je trouve qu'il a une espèce de côté très obscur comme ça qui ressort tout de suite, et je le trouve très chouette. Alors souvent on m'a dit il faudrait que ça soit Tomer Sisley en français. Ouais. Pourquoi pas? Si ça permet à la série d'exister, pourquoi pas? Et ce qui serait magnifique en adaptation, c'est quand même les visions de Tomar, les crises qu'il a, qui sont des espèces de cauchemars éveillés. Et donc vous pouvez peut-être nous parler, parce que ça paraît très très horrifique, et c'est quelque chose de réel en fait, les crises, l'épilepsie. Mais ça ne faut pas le dire, ça. On verra après. Pardon, mon senti. Bon. Mais non, en fait, on peut parler des visions de Tomar. En fait, quand tu traites la psychologie on va dire qu'il a un univers mental et psychique assez fort. Et moi, j'avais pas envie de me contenter de le traiter par des choses qu'il ferait dans le monde réel ou des discussions qu'il aurait avec des gens. Voilà. J'avais envie de créer un univers qui lui soit propre, fantasmagorique, qui petit à petit, entre toxique et fantasmé, évolue vers un univers qui n'est pas seulement fantasmagorique, mais qui intervient dans le réel aussi, parce que ça permet de faire naître aussi l'univers mental du personnage et de le caractériser beaucoup plus fort que juste dans ses actions. Si il avait juste agi comme un mec un peu borderline tout le temps, là, on peut rentrer dans sa tête. Et surtout aussi parce que moi j'aime beaucoup le symbolisme en fait. J'aime beaucoup utiliser des éléments symboliques et mettre comme des jeux de pistes dans mes romans, à travers des images, à travers des phrases qu'il entend, des nombres, mettre des petites indications comme ça qu'on comprendra plus tard qu'elle voulait dire en fait quelque chose de beaucoup plus psychologique. Voilà, moi je suis toujours... alors c'est pas du tout fantastique, puisque je sais que le fantastique ça fait peur en plus. C'est toujours sur la ligne entre la psychologie et le fantastique. On pourrait croire que c'est fantastique, mais en fait c'est pas fantastique.
Et un autre personnage important dans ces deux romans-là, c'est la ville. Donc on est à Paris. On peut se déplacer en même temps qu'eux, c'est très 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 marqué. Voilà, les descriptions des lieux sont très importantes, on sait où on est exactement. Pourquoi ce souci-là du détail? Parce qu'on est dans une ville incroyable, quoi. Enfin, parce que ça se passe dans une ville incroyable qui est Paris, que Paris, je trouve, mérite d'être exploité dans des romans, dans ce genre de roman de polar avec beaucoup de précision, qu'elle a une atmosphère qui est incroyable et que j'avais envie d'inscrire dans le réel et dans le contemporain en fait les enquêtes. Donc effectivement, c'est pas une allégorie de Paris. Il y a beaucoup d'allégories dans mes romans et en particulier aussi dans ceux-là. Mais Paris, lui, est un Paris assez réaliste. Et justement, on a besoin de faire une mise en abîme entre... Oui, on n'est pas dans la carte postale. Non. Ah non, pas du tout. Non, on est sous le métro de la Chapelle avec les réfugiés. Ouais, puis aussi, il y avait les Américains et les Anglo-Saxons font un truc très bien qui est revisiter leur histoire et leur actualité. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, il y a eu 250 séries qui sont sorties et des bouquins post-11 septembre. Chez nous, on n'a rien eu post-Bataclan, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de mal, alors je parle des médias télévisuels, par exemple, à revisiter notre histoire. Un film sur la guerre d'Algérie, est-ce que quelqu'un peut me donner le nom du film? Non. Alors je ne parle même pas des histoires d'attentats, etc. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, on est comme censuré, auto-censuré, en fait, sur le fait d'avoir un regard sur notre histoire. Or, moi, je voulais faire un polar post-Bataclan, qui soit un polar avec les codes d'aujourd'hui, parce que tout a changé après les attentats, aussi bien au niveau policier qu'au niveau de la société, qu'au regard des gens sur la police. Les violences se sont exacerbées dans tous les sens, mais les violences et l'amour aussi en même temps, enfin une espèce de relation qu'on a avec les forces de l'ordre qui n'est plus la même, parce qu'en même temps elle nous protège, elle est comme un bouclier par moment, et en même temps à un autre moment on lui balance des cocktails Molotov pour les brûler vivants. Donc et tout ça en fait, ça crée autre chose. C'est pas la police des années 80 à papa avec des coups de dico sur la tête pour faire parler des gens menottés à des radiateurs. Tout ça c'est plus d'actualité pour moi. Et moi je voulais inscrire ce polar dans du contemporain, dans du réel. Voilà. Vous faites des recherches par exemple ou des choses en immersion parce qu'on est vraiment que ce soit sur les sujets d'actualité géopolitique ou les choses qui se passent dans Paris, il y a des choses effectivement complètement d'actualité. C'est ce que vous voyez. Je note des choses. En fait, je suis plutôt un observateur, donc je note les choses qui me touchent. Encore une fois, cette histoire de sincérité, je les note et après je fais un travail plus de journaliste, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est très difficile je vais élargir un peu le truc, mais on va dire que trouver la vérité dans les informations c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on est abreuvé d'informations fausses, on est abreuvé de d'hoax et de conneries qui font que finalement les journalistes n'ont jamais eu autant de mal qu'aujourd'hui à faire leur métier, parce que pour avoir la vérité il faut la vérifier, pour la vérifier ça coûte de l'argent, il y a moins d'argent donc en fait on la vérifie moins, et finalement on se rend compte que les gens se satisfont d'une demi-vérité, finalement ça les arrange, et puis qu'après on leur dira en fait c'était pas vrai, ils s'en foutent parce qu'ils sont passés à une autre demi-vérité. Donc en fait moi quand je travaille pour mon roman, je veux pas faire la même chose, c'est-à-dire que quand je dis un truc, avant de le dire, j'essaie de me renseigner, j'essaie de faire un petit travail journalistique pour qu'il y ait un peu de doc dessus. Mais je pense que c'est le genre qui le nécessite. Parce que le polar s'inscrit dans la réalité. Et en fait, on a une nécessité d'être inscrit dans le réel, quoi. Parce que sinon, on n'y croit pas, en fait, à ces histoires de policiers et de voleurs, quoi. Bon, alors c'est l'inverse, mais Patrice se demande si vous pourriez écrire un conte de fées. Un conte de fées par Nico Taquian, c'est possible. Il y a des méchants aussi dans les contes de fées. Mais les contes de fées m'inspirent énormément. Et je peux même dire qu'il est très possible que le prochain Tom Arcane soit une allégorie d'un conte de fées. Comme Tom Arcane a été une allégorie du mythe du Minotaure, en fait, je suis beaucoup plus inspiré, enfin beaucoup plus non, mais souvent je parle du plus large pour arriver au plus serré. C'est-à-dire que je peux partir d'un conte de fées et qu'un fait de société devienne en fait la concrétisation de ce conte de fées en un truc très concret. Donc oui, totalement. Ah bah voilà. Ça me parlerait totalement. Patrice, vous êtes surpris, je suis sûre. Mais non, pas du tout. Alors, il y a beaucoup de commentaires encore. On pourrait continuer longtemps, mais malheureusement, je crois qu'il va falloir
Il va falloir s'arrêter. Mais tout le monde est dithyrambique, évidemment. Merci pour vos réponses. Tout le monde est content. Bravo pour cette démarche responsable de vérité. Ah, c'est gentil, ça. Voilà. Tout le monde est... Très belle idée, cette allégorie. Question un petit peu juste formelle, Ouais. pour savoir où est-ce qu'on vous rencontre bientôt. Les livres de K79 se demandent si vous serez bien au Quai du Polar à Lyon. Alors oui, je Par exemple, serai... prochaine rencontre pour voir vos Alors, lecteurs. prochaine rencontre, c'est vendredi soir à la librairie Les Nouveautés à République. Ça sera ma première dédicace parisienne, dans une librairie qui est quand même juste au milieu des décors à 2 rues de là où habite la mère de Thomas. Rue Bichat Voilà. à Libert. Ouais, ça, au bout de la rue Bichat, c'est. Mhm. Après, je serai à Quai du Polar, oui, je serai à Quai du Polar, je serai à Hier, il me semble, après. Je serai au Psychopathe du Polar aussi. Je serai, voilà, je vais faire de toute manière, restez connectés sur mon Facebook ou demandez mon ami, ou mettez-vous sur ma page auteur, parce que je pense que je suis plein là sur ma page perso, mais je distille l'information d'où je suis au fur et à mesure à l'avance, quoi. Voilà, on prend note. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à vous, Nico, pour cet entretien et d'avoir répondu aux questions des internautes. Tirage au sort parmi les commentaires. Bonne chance à vous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et au prochain Facebook Live. Bye bye. Au revoir.